Vendredi, j'avais fait une vidéo sur les 20 coups qui avaient été vraiment une vraie réussite lors des derniers mercato. D'ailleurs, la vidéo a très bien marché, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va faire l'inverse, on va parler des joueurs qui ont été transférés lors des deux derniers mercato, donc le hivernal 2023 et l'estival 2022. Et on va voir que malheureusement, il y a quand même eu pas mal d'échecs, et pour certains joueurs, moi, c'est vraiment des surprises. Pour d'autres, je pouvais m'y attendre, mais franchement, il y a des gros transferts qui ont quand même pas mal raté. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve exceptionnellement un dimanche. 3 vidéos cette semaine. Je suis très content que vous soyez au rendez-vous car ça a demandé beaucoup de travail. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. On est en train d'aller chercher les 8000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui likeront également. Et c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite précision, c'est une liste non exhaustive. Je répète bien, c'est une liste non exhaustive. Donc je cite 20 joueurs, mais forcément il y en a d'autres, donc ne me dites pas que vous avez oublié lui ou lui, non, c'est bien une liste non exhaustive. Par contre, si vous avez des noms à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est avec grand plaisir, comme d'habitude, on en échange. Comme ça, dans la vidéo, où pas mal de gens m'ont cité des transferts que j'avais pas évoqués, et effectivement, c'était une bonne remarque de la part. Donc, n'hésitez pas à le faire en commentaire, comme ça on échange ensemble. Une autre précision aussi, c'est je parle vraiment d'échecs par rapport au contexte et par rapport à ce qu'ils ont apporté. Je vais pas dire que les joueurs sont nuls ou quoi que ce soit, je vais pas non plus les enterrer. C'est juste que leur première saison a été ratée, mais pour la plupart, ils peuvent très bien se relancer, ça peut très bien être une réussite. Le but n'est pas d'enterrer les joueurs et de dire qu'ils sont nuls, surtout pas, mais de constater qu'effectivement, la première saison n'a pas été une réussite. On va commencer par le championnat italien et on va parler de Charles de Kettelare qui est arrivé à l'AC Milan et moi je trouvais que c'était une excellente pioche. Il avait montré des super choses à Bruges et ça a été plus que compliqué, même si tout n'est pas de sa faute, je pense. Il n'a pas forcément eu la confiance escomptée de la part de Pioli. Il a joué 40 matchs, mais au final, si on regarde ses minutes jouées, il en a joué que 1480, donc on est sur 16 matchs entiers si on rapportait au nombre de journées. Mais bon, en 16 matchs entiers, il a fait qu'une seule passe décisive, donc c'est quand même vraiment pas glorieux. Mais il n'a pas forcément eu la confiance, il n'a pas joué dans les meilleures conditions. On a préféré lui mettre des joueurs un peu plus random, dirons-nous, à sa place. Et c'est vrai que déjà le contexte de passer du championnat belge au championnat italien, surtout à l'AC Milan où il y a une grosse ferveur, c'est une grosse attente, surtout qu'il venait de gagner le championnat. C'est sûr que c'est pas évident de s'intégrer, mais bon, il a pas forcément eu le temps de jouer ce compté, mais quand même pour un gros transfert, on était pas dans les 30 millions d'euros, on pouvait quand même s'attendre un peu à mieux de sa part. Après, clairement, je vais pas l'enterrer, il est encore jeune, je pense qu'il peut faire de très belles choses. Est-ce qu'il va réussir à l'AC Milan? Je pense que tant que Pioli est là, c'est compliqué de s'avancer. Là, en plus, il y a plus Baldini et tout, il va y avoir un peu du chamboulement dans la direction sportive, donc à voir la direction qu'elle va prendre du côté de l'AC Milan, mais en tout cas, le talent, il est là, c'est une certitude, et je pense que dans un autre contexte, il pourrait réussir. J'espère sincèrement qu'il fera un bon choix de carrière s'il est amené à quitter l'AC Milan. Parce que vraiment, il avait vraiment beaucoup de talent. Moi, c'était un joueur que j'adorais beaucoup du côté de Bruges. Quand je le voyais en Ligue des Champions, notamment, je le trouvais vraiment très, très intelligent. Donc, j'espère qu'il va rebriller rapidement, parce que c'est vraiment un joueur excellent. Et ça ferait du bien à la sélection belge de le revoir briller. Le deuxième joueur, c'est la transfert qui a eu lieu cet hiver, et c'est vrai qu'Andy Delors à Nantes, alors déjà, j'ai pas compris pourquoi il a quitté Nice pour Nantes. Enfin, j'ai compris pourquoi il avait quitté Nice, parce que ça allait pas forcément avec Favre, et que Digard, clairement, avait pas à compter sur lui. Il était là, lui, il s'entendait plutôt bien avec Galtier, mais quand il est parti, du coup, ça a été compliqué. Et Camboire le voulait, donc il est arrivé à Nantes, sauf que, il a rien fait à Nantes, simplement. 17 matchs, 673 minutes, il ne marque que 2 buts, c'est un doublé contre le Racing Club de Lens en quart de finale de Coupe de France. Sinon, il ne marque aucun but. Une déception. Ils ont failli descendre en Ligue 2 alors qu'ils avaient quand même Andy Delors en attaque, parce qu'Andy Delors, c'est quand même un joueur normalement qui est censé marquer sa quinzaine de buts en Ligue 1, et là, ça a été plus que compliqué. Je pense qu'il va quitter Nantes. Là, Nicolas a dit que lui voulait revenir à Montpellier. Malheureusement, dans la façon dans laquelle il a quitté le club, ça donne pas forcément envie de le reprendre, et je pense qu'Andy Delors en a conscience. Je trouve qu'il se gâche énormément, il y a des choix douteux, et c'est dommage parce que vraiment il a beaucoup de talent, c'est censé être un attaquant fiable, et malheureusement c'est pas forcément le cas. Et c'est dommage parce que c'est un joueur moi que je trouve très intéressant devant le but, et malheureusement là ça a pêché, et vraiment une grosse déception du côté de Nantes. Lui aussi est un transfert hivernal, et c'est vrai que Mudryk, quand il arrive pour une somme d'argent aussi importante que celle-ci, on se dit que il doit tout de suite être bon. Et malheureusement, ça a été compliqué, mais c'est pareil, je vais pas l'enterrer, et je pense que c'est clairement normal. Arriver comme ça d'Ukraine pour venir jouer à Chelsea, dans un Chelsea où Graham Potter n'est pas forcément au mieux,
où il va être limogé par la suite et c'est Frank Lampard qui va revenir et qui va pas forcément faire mieux. C'est difficile de briller pour Modric, mais franchement, il y a des actions pendant les matchs où c'est vraiment plus que compliqué. Le dernier match que j'ai vu de Chelsea, là, c'était contre Manchester United. Il a loupé des occasions et des passes et des choses simples, et ça, c'est pas normal. Alors, c'est clairement un manque de confiance. Je vais clairement pas remettre le talent du joueur en cause. Quand il y a eu autant de pourparlers autour de ce transfert où il devait à l'Arsenal, finalement il va à Chelsea, on s'attendait quand même à voir un joueur briller. Bon voilà, malheureusement c'est pas le cas. Après encore une fois, le contexte n'est pas favorable, il est jeune, il passe d'un pays à un autre où clairement la culture est différente. On va pas l'enterrer, c'est vraiment pas le but, hein. Mais on peut forcément dire que c'est un échec pour l'instant, en espérant qu'il rebrille, hein, comme beaucoup de transferts d'ailleurs de Chelsea. On va espérer que il va rebriller cette saison et qu'on va vraiment voir tout le potentiel de Modric, parce ce qu'il avait montré en Ligue des Champions avec le Shakhtar, c'était vraiment plus que bon. Donc on espère que ça va aller mieux pour lui. Le quatrième joueur, c'est Darwin Núñez. Darwin Núñez qui n'a pas forcément répondu aux attentes, même si lui c'est pareil, je veux vraiment pas l'enterrer. Il y a 42 matchs pour lui, hein, mais 15 buts, 4 passes décisives, 9 en championnat de buts, donc un peu moins de 10 buts, c'est pas beaucoup. C'est un joueur qui déjà avait été surpayé, hein, je pense que tout le monde l'avait dit, mais c'est une certitude. Il a beaucoup de lacunes techniques, par contre c'est un tueur, c'est un attaquant qui se bat énormément. Et je pense que Klopp va réussir à le façonner et en faire vraiment un super attaquant. Je suis plutôt optimiste pour la suite pour Darwin Núñez. Je pense qu'il aura encore certains défauts. Il peut vraiment bien briller avec ses défauts, j'en ai vraiment pas peur. Surtout que là, Liverpool est vraiment en train de reconstruire un milieu intéressant, hein. Là, à l'heure où je tourne, McAllister a signé, ce qui est une excellente recrue. Kefren Thuram serait vraiment proche apparemment de signer. Donc pareil, c'est une super recrue. Donc on va voir comment ça va se passer de Liverpool, mais je pense que dans ce souffle nouveau avec un entraîneur aussi bon que Jürgen Klopp, pour moi, il va pouvoir rebondir et être bon. Mais clairement, cette première saison, pour l'instant, on pouvait clairement s'attendre à mieux. Mais encore une fois, je pense que par la suite, il peut faire le taf. Le cinquième joueur, je suis obligé d'en parler, c'est Sadio Mané. Sadio Mané qui est arrivé au Bayern Munich et ça n'a pas forcément bien marché. Même si quand on regarde ses stats, c'est pas non plus catastrophique, hein. Il y a 38 matchs, mais si on reporte en minutes, il y a 2204 minutes jouées. Sur ces 2204 minutes jouées, donc ça fait 24 matchs entiers à peu près. Ça fait 12 buts, 6 passes décisives, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus cataclysmique. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été bon. C'était censé être le remplaçant de Robert Lewandowski. Bon, clairement, ça c'était une erreur, hein. Même si Sadio Mané jouait en tant que numéro 9 à la fin à Liverpool, c'est clairement pas le même profil que Lewandowski. Et Nagelsmann n'a pas forcément changé sa tactique pour intégrer un 9 comme Sadio Mané. C'est une erreur de prendre Mané pour ce profil. Après, il a eu une grosse blessure, malheureusement, qui l'a freiné. Et quand il est revenu, il y a eu des problèmes avec Nagelsmann. Il y a eu cette bagarre avec le roi Sané. Donc, ouais, c'est compliqué pour Sadio Mané. J'ai vu que là, Tourelle ne voulait pas forcément le vendre, il voulait le garder. Parce qu'il y aurait apparemment quand même un peu tous les joueurs qui ont plus de 30 ans. Je crois que l'Arabie Saoudite va s'intéresser à eux. Mais lui, apparemment, le Bayern voudrait le garder. Et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que sous Tourelle, il peut vraiment briller dans un poste autre qu'en numéro 9. Il faudrait un peu écarter, je pense, le roi Sané et Serge Gnabry qui ne donnent plus, qui répondent plus aux attentes, et l'installer en tant que titulaire. Et je pense qu'avec un vrai numéro 9 devant, il pourrait vraiment redevenir bon. En tout cas, voilà, cette première saison au Bayern, clairement, elle est ratée. Lui, je le mets dedans, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, mais pour moi, Aurélien Tchouaméni, c'est pas une très bonne première saison, mais encore une fois, une bonne première saison au Real Madrid, c'est pas souvent, ça arrive vraiment rarement, mais quand on voit le prix du transfert, on est obligé de dire que c'est pour l'instant un échec, hein, malheureusement. Encore une fois, hein, je vais pas l'enterrer, je pense que la deuxième saison sera meilleure. En plus, il y aura un peu plus de concurrence avec l'arrivée de Bellingham, même si c'est clairement pas le même poste et pas le même profil. Mais en tout cas, il rentre clairement dans la rotation parce que Carlo Ancelotti change pas mal ses milieux et sa façon de les disposer. Mais ouais, Tchouaméni, ça... Alors, avant la Coupe du Monde, c'était pas trop mauvais son intégration, mais c'est surtout la comparaison avec Casemiro, je pense qu'il fait mal. Mais après, c'est normal, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, Casemiro, c'est classe mondiale, la Tchouaméni, il est encore jeune. Mais ouais, on pouvait peut-être s'attendre mieux de sa part, ça c'est sûr. La fin de saison est plus que compliquée pour Tchouaméni. Je pense que même lui en a conscience. Mais encore une fois, on va pas l'enterrer. Je pense que ça ira mieux par la suite et on lui souhaite parce que c'est un joueur que j'adore. Je suis absolument fan d'Aurélien Tchouaméni. J'aime bien sa façon d'être, son intelligence, ce qu'il fait en bleu, notamment à la Coupe du Monde, même si c'était peut-être pas forcément le meilleur en bleu. Je trouve qu'en équipe de France, il est très important. Et voilà, Aurélien Tchouaméni, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire la deuxième saison. Je pense qu'il peut vraiment se réveiller, se révéler. Et je lui souhaite parce que vraiment, il a un avenir normalement qui est censé être tout tracé et vraiment brillant.
Franck Kessié, il arrive libre. Donc bon, ça c'est pas très grave du coup d'un point de vue indemnité transfert. Mais on pouvait quand même s'attendre à mieux dans son intégration. Après, pour la défense, Xavi était un peu omnibulé par Sergio Busquets. Il mettait tout le temps Sergio Busquets. Alors c'est un profil qui est différent, hein. Mais on aurait très bien pu voir De Jong peut-être reculer d'un rang et puis mettre Franck Kessié un peu plus devant à côté de Pedri. Ça aurait pu être une solution par exemple. Mais bon, Kessié n'a pas forcément répondu aux attentes quand il jouait. J'ai trouvé très en dessous. Après, la dernière saison, l'AC Milan, c'est pareil, c'était pas forcément fabuleux. Mais bon, il a quand même normalement une palette qui est censée lui permettre d'être un peu plus titulaire et d'un peu plus jouer, même si encore une fois, Xavi lui faisait pas forcément confiance. On va voir comment ça va se passer sur la deuxième saison, mais pour le coup, lui, j'ai un peu de doute sur son intégration au Barça. Je suis pas sûr qu'on ait un énorme Franck Kessié pendant son séjour au Barça. On verra comment ça se passe pour lui, mais pour l'instant, ouais, je suis pas forcément séduit par ce qu'il propose. Et je pense que pas mal de Barcelonais sont d'accord avec moi, même si encore une fois, il a pas eu le temps de jeu et la confiance. Mais ouais, Franck Kessié, c'est un peu compliqué. Le 8e joueur, c'est Richarlison, qui est arrivé quand même pour 58 millions du côté de Tottenham. Au final, 35 matchs. Bon, 1467 minutes, hein, donc ça fait que 16 matchs entiers. Mais 3 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, c'est clairement pas suffisant. Il a marqué 2 buts contre l'OM et un but qui n'a finalement servi à rien parce qu'ils se sont fait prendre à la fin du match. Et ouais, Richarlison, ça a été vraiment plus que compliqué. Et après, lui aussi, on va le défendre. C'est que il a joué à un poste d'ailier droit qui est pas forcément le sien, avec un Harry Kane qui aimante beaucoup de ballons. Et Tottenham, c'était plus que compliqué avec Conte à la fin et ça a été vraiment compliqué. Après là, il y a eu Ryan Masson, ça n'a pas forcément été au mieux. Il y a eu l'adjoint de Conte aussi entre deux. Et ouais, moi j'ai pas compris quand ils ont dépensé autant d'argent pour Richarlison parce que je trouvais que c'était pas forcément le profil dont Tottenham avait besoin. Pour l'instant, ça se confirme. Après, si Kane part, c'est clairement la solution de secours. Je pense que s'il est réintégré, en tant que numéro 9, je pense qu'il peut apporter parce que clairement, il est pas mauvais, Richarlison. C'est pas un mauvais joueur. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui est très bon des deux pieds, qui a une bonne vision de jeu. Moi, je suis pas son plus grand fan, pour être honnête. Mais on peut pas dire que c'est un mauvais joueur. Et je pense qu'il peut réussir en première ligue. Il avait notamment montré à Everton. Après, le prix de transfert m'avait interrogé. Mais quand il joue avec la sélection brésilienne, pour le coup, il est plutôt décisif, donc il est capable de l'attaquer Tottenham, je pense. En tout cas, j'ai hâte de voir sa deuxième saison, mais ouais, pour la première saison, ça a été vraiment un échec. Alors pour lui, je vais être un peu plus tranché, mais Raheem Sterling, ouais, à Chelsea, ça n'a pas été bon. Moi, Raheem Sterling, je vais vous faire un petit aveu. C'est presque un non-populaire opinion, hein, c'est un peu à la mode en ce moment, tout le monde sort des vidéos là-dessus, mais Raheem Sterling, moi, c'est un joueur que j'ai bien aimé à Liverpool, notamment sa saison où il marquait énormément de buts avant de signer à City, là, où je trouve que c'est un super joueur. Mais alors à City, franchement, moi, j'ai pas été très convaincu. Alors il y a une ou deux bonnes saisons qui sont plutôt correctes, mais on n'est pas sur le crack comme on peut l'entendre dans certains médias. Moi je trouve qu'il manquait beaucoup de finition, il manquait beaucoup de justesse, et de toute façon on le voit là, hein, il est plus à City et City déroule, avec des joueurs notamment comme Jack Grealish ou Bernardo Silva ou Mahrez, voire Foden qui apportent beaucoup plus, je trouve. Et ouais, moi Sterling, voilà, quand il arrive à Chelsea, j'ai pas forcément compris. Je sais que certains se disaient, c'est bien, il va être dans un contexte où il va peut-être être la star, où il va pouvoir briller. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après, encore une fois, tout n'est pas de sa faute, hein. Il est passé de Tourelle à Potter en finissant avec Lampard. Le contexte de Chelsea est très compliqué, mais voilà, moi je suis pas un grand fan de Sterling. Et clairement, cette première saison, pour moi, c'est un échec. Autre échec en première ligue, mais Calvin Phillips à City, bon, ça a été très compliqué. Après, on sait que les joueurs qui arrivent à City sous Guardiola, en général, il leur faut au moins une deuxième saison pour comprendre Guardiola. On voit Grealish notamment, qui a fait une première saison très décevante. Et celle-là est bien meilleure, elle est vraiment bonne. Là, c'est compliqué. En plus, apparemment, il a été en surpoids pendant un petit moment, donc ça n'a pas plu à Guardiola. Après, il a eu quelques blessures. J'ai du mal à me dire que la deuxième saison va être bien meilleure. J'ai l'impression que Calvin Phillips, il a été un peu mis en avant par Marcelo Bielsa, voilà, je vais y arriver, qu'il l'a vraiment sublimé et que malheureusement sans Marcelo Bielsa, il aura un peu de mal à briller. Après, c'est que mon avis, hein, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais ouais, Calvin Phillips, c'est une déception et j'avoue que je suis un peu sceptique sur sa suite de carrière à Manchester City. On va retourner dans notre chien Ligue 1 et on va parler de Carlos Soler. On est obligé de parler de Carlos Soler parce que c'est une vraie déception. Il est arrivé en provenance de Valence, c'était un des meilleurs milieux de Liga, et quand il arrive au PSG, c'est vraiment compliqué. Après, j'ai pas forcément compris pourquoi ils l'ont recruté, parce qu'il a joué dans un rôle d'ailier intérieur qui était pas du tout le sien, et dans la tactique en 3-5-2,
quand il joue avec les deux milieux, bah, c'est clairement pas sa place non plus. Donc ouais, pour moi, c'est plus une erreur de casting que de sa faute. Là, j'ai vu que Simeone allait potentiellement le prendre en prêt à l'Atlético de Madrid. Je pense que c'est une bonne chose qu'attend en Espagne. Parce qu'il pourra pas briller, à moins que le prochain entraîneur lui fasse vraiment confiance. Mais j'ai du mal à l'avoir brillé au PSG. Dommage parce que l'idée n'était pas forcément si mauvaise. Enfin, pas si mauvaise. En fait, c'est un peu le problème du PSG, c'est qu'on recrute avant de savoir quelle va être la tactique du coach. Comme là, Asensio, il a recruté, mais il n'y a pas de coach. Donc bon, pourquoi pas, hein. Mais voilà, ça crée des problèmes un peu comme Carlos Soler, et c'est dommage. Tout comme Renato Sanchez d'ailleurs, qui, lui, j'en avais fait une vidéo que j'ai mis en privé, je crois, depuis le temps, parce qu'elle avait clairement pas très bien vieilli. Et voilà, j'ai fait une vidéo sur Renato Sanchez pour dire que moi je trouvais que son meilleur choix ça aurait été d'aller au Milan plutôt que d'aller au PSG. Bah, au PSG, c'est catastrophique. Il enchaîne les blessures. En fait, moi, ce qui me fascine dans le cas Renato Sanchez, c'est que c'est quand même Luis Campos et Galtier qui sont là, qui le veulent, alors qu'ils savent que bah voilà, c'est un joueur qui se blesse tout le temps, mais ils le prennent quand même. Ça, c'est fort, bravo. Franchement, bravo Campos, bravo Galtier. Et mais ouais, ça va être plus que compliqué. J'aime vraiment beaucoup ce joueur. C'est un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer au stade. Le joueur qui est capable de faire des différences comme ça sur des petits appuis sur 3-4 mètres. Honnêtement, c'était assez bluffant au stade à Lille. Et bah ouais, là, malheureusement, avec ses blessures et son corps, j'ai l'impression qu'on va plus voir le grand Renato Sanchez. Bon, ça l'empêche pas d'être sélectionné au Portugal, avec la sélection du Portugal. Hein. Merci Jorge Mendes d'avoir ton influence pour qu'il soit sélectionné. Mais ouais, non, franchement, c'est triste pour Renato Sanchez parce que c'est le Golden Boy 2016, hein, son Euro 2016, je pense que tout le monde s'en souvient, il était trop fort. Il y a eu des saisons au LOSC où il a été excellent, mais voilà, malheureusement le corps ne suit pas et c'est dommage. On va retourner en Angleterre et on va retourner à Chelsea. Je suis désolé s'il y a des supporters de Chelsea, mais moi, il y avait beaucoup de joueurs où j'étais plutôt hypé de les voir arriver. Et Kalidou Koulibaly, quand il quitte le Napoli, enfin, j'ai envie de dire, parce que ça faisait plusieurs années que on entendait qu'il allait quitter Napoli. Bon, enfin, moi, s'il serait resté au Napoli, ça m'aurait très bien allé, hein, mais vu qu'on n'arrêtait pas d'entendre parler, je me disais que ce serait peut-être temps de le voir aller quelque part d'autre. Et ça a été vraiment très compliqué à Chelsea. Ça a été waouh. Alors après, il est arrivé dans une défense à 3 qui n'était pas forcément sa tactique. Du côté de Napoli, il se retrouve à jouer voilà, dans ce poste-là. Je pense que ça ne le sert pas forcément. Même si en général, la transition d'une défense à 2 à une défense à 3 est plus simple que l'inverse. Mais ouais, non, lui, il est pas dedans. J'ai pas forcément d'explication sur son échec, à part que le contexte de Chelsea est clairement compliqué. Est-ce qu'il est heureux à Londres ou pas? Je serais pas étonné qu'il soit pas heureux, honnêtement, à Londres. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des échos sur ça, d'ailleurs, ce serait intéressant. Mais ouais, non, Koulibaly, ça a été vraiment plus que compliqué, et c'est dommage, parce que c'était un des meilleurs défenseurs du monde. On l'avait vu notamment avec la CAN, avec le Sénégal, où il était très fort. Et ouais, c'est compliqué. Alors lui, c'est peut-être un constat qui est dur, mais pour moi, Arnaud Kalimuendo, c'est pas une bonne première saison du côté du Stade Rennais, mais c'est surtout que j'en attendais énormément. Quand Rennes, ils mettent le paquet sur Arnaud Kalimuendo, après les 2 saisons qu'il a fait en pré à Lens, je trouve que c'est une idée géniale, et qu'avec Martin Terrier, Bourigeaud, Levron Maillard derrière, Doku, Souleymana quand ils sont dispo, Kalimuendo, il va clairement briller, il va être servi, il va marquer sa 20aine de buts en Ligue 1, on va vraiment voir son éclosion. Et le constat est malheureusement bien différent, c'est 38 matchs, bon, 2231 minutes, donc ça fait à peu près 24 matchs, 7 buts, 5 passes décisives. C'est compliqué, après lui aussi il est jeune avec que 21 ans, ça peut arriver d'avoir une saison un peu de moins bien. Et peut-être que la saison prochaine ça ira beaucoup mieux pour lui. Mais voilà, pour l'instant ça répond pas aux attentes très clairement. J'espère pour lui qu'il va faire un bon Euro espoir là, parce qu'il est sélectionné tout de même. Et j'espère que voilà, on va revoir le bon Arnaud Kalimuendo, parce qu'à Lens c'était un joueur vraiment très intéressant et assez excellent. Donc bon, on va voir comment ça va se passer sous Genesio pour une deuxième saison. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Lui aussi, on va pas l'enterrer, il est jeune, mais la première saison de Gravenberch au Bayern, bah, c'est pareil, c'est très compliqué. Bon, Nagelsmann le faisait peu jouer, voire vraiment très peu. Tourelle le fait rentrer quasiment à tous les matchs, qui est un peu mieux. Bon, après, il a eu aussi des pépins physiques. Hein. Le peu de temps de jeu, pardon, qu'il avait eu, c'était pas forcément glorieux. Et je le mets dedans parce que, franchement, vu ce qu'il avait montré à l'Ajax, où il était tout simplement impressionnant, avec un énorme potentiel, moi je me disais que c'était une super recrue, quelqu'un qui pouvait clairement suppléer Goretzka, même si le profil peut être potentiellement différent.
Et il n'a pas forcément eu voilà, le temps de jeu. Est-ce que sous Tourelle, il va pouvoir devenir titulaire? Ça dépend. Parce que sur la tactique de Tourelle, ça dépend si Tourelle reste sur un 4-2-3-1 ou s'il fait sa fameuse tactique en 3-4-2-1. Mais ouais, Gravenberch, j'espère que sa deuxième saison Bayern va être bonne. En tout cas, c'était un joueur qui était excellent et on va pas l'enterrer parce que le potentiel il est toujours là. On va enchaîner avec Mohamed Bayo. Mohamed Bayo qui est arrivé au LOSC hein, pour 14 millions d'euros et ça a été une grosse déception. Malheureusement, manque de sérieux. Il est sorti. Quand il a eu du temps de jeu, après, ça a été compliqué. Sauf en janvier où il a eu un peu de quelques bons matchs. Mais on le sent pas forcément concerné. Là, le dernier match que j'ai été voir au LOSC, c'était le dernier match à domicile, là, contre Nantes, où il est complètement absent. On le voit pas du tout. Où Nas rentre et on voit que ça fait un peu une différence dans un profil complètement différent. Et Bayo, comme je disais, hein, moi, je serais le LOSC, je le garderai en doublure derrière celui qui va remplacer David. S'il y a une belle offre, faut pas la refuser. Je pense qu'il faut le vendre parce que je commence à avoir des gros doutes sur Bayo. Et c'est dommage parce que c'était un joueur qui avait fait vraiment du très bon travail, qui vient de Ligue 2, hein, qui avait eu un beau parcours avec Clermont, qui remonte, qui fait une bonne première saison avec Clermont. On pouvait quand même s'attendre à mieux, malheureusement, c'est pas le cas et c'est dommage. Pour le 18e joueur, on est obligé de parler de Paul Pogba, et Paul Pogba, malheureusement, c'est vraiment très triste. Ouais, franchement, j'ai un peu de peine, pour être honnête, parce que moi, c'était un joueur que j'aimais beaucoup. Et entre les problèmes avec son frère, sa blessure, après, il était censé revenir, mais il se reblesse, il se fait opérer. Là, il est revenu début mai. Mais malheureusement, dès son premier match, il se reblesse au bout de la 20e minute, je crois, à peu près. Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup de peine pour Paul Pogba. Clairement, je pense que c'est le mental qui joue sur son corps, hein, avec tous les problèmes qu'il a eu. Voilà, son frère qui lui fait du chantage et tout. Clairement, ça doit pas aider pour son corps. Mais ouais, franchement, c'est dommage. C'est une histoire assez triste pour Pogba, donc j'ai pas envie de le descendre, mais on est obligé de dire que son transfert à la Juve, c'est pas une réussite, quoi. Là, malheureusement, le constat, il est là. Avant-dernier joueur, et on va quand même mettre un petit Lyonnais, hein, on va être, on va jouer le jeu. Et Amin Sarr, 11 millions d'euros, et je sais pas pourquoi ils ont mis 11 millions d'euros sur ce mec. 650 minutes, toutes compétitions confondues, un but, une passe D, donc voilà, c'est pas à hauteur. Le but c'est contre Angers en plus. Enfin voilà, je peux être méchant, mais voilà. Et moi je connaissais pas du tout, hein, pour être honnête. Avant qu'il arrive, mais j'avais lu notamment chez des tweetos qui parlent plutôt du championnat Pays-Bas. Bon, il disait il était pas mauvais, mais que 11 millions c'était plutôt surprenant. Ouais, c'est assez surprenant. Moi, les tout premiers matchs, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, il est peut-être un peu perdu, il est peut-être pas bon, mais pourquoi pas, peut-être que c'est l'adaptation. En fait, non, techniquement, il me semble vraiment limité. Peut-être qu'il va me faire mentir, lui, c'est pareil, il est jeune, hein, donc ça se trouve, il va éclore, il va faire une bonne préparation physique, il sera bon la saison prochaine. Permettez-moi d'en douter, honnêtement. Je suis assez sceptique sur son vrai niveau. Autant Jefinho, je pense qu'il a un vrai potentiel et des choses intéressantes à montrer. Lui, un peu plus de doute. On va voir comment ça va se passer pour le Suédois. Quitte à le prêter une année où il s'éclate. Mais ouais, pour l'instant, c'est vraiment pas une réussite. Et le dernier joueur, on va retourner à Chelsea. Hein. Je suis vraiment désolé, les supporters de Chelsea qui regardent cette vidéo, mais Cucurella, quelle déception. Il avait fait des bonnes choses en Espagne, il avait été vendu à Brighton, où il avait fait une super saison sous Graham Potter. Et Chelsea décide de mettre 65 millions sur lui, qui pouvait quand même être surprenant, même si c'est vraiment sa saison à Brighton, il est vraiment très très bon. Et quand il arrive, Tourelle se fait sortir peut-être quelques jours après, et c'est Graham Potter, son ancien entraîneur, qui arrive, donc on se dit, c'est parfait, il va être parfaitement intégré. Et non, ça a été catastrophique, franchement, ça a été très catastrophique, Cucurella. J'ai pas d'explication, parce que oui, le contexte de Chelsea est vraiment compliqué, mais là on passe vraiment d'un joueur qui était au top à un joueur où vraiment on a l'impression, on se demande ce qu'il fout là et s'il a le niveau d'être là, quoi. C'est assez dur, hein, ce que je dis, mais oh là 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 là, les matchs de Cucurella, franchement, c'est vraiment décevant. Et c'est dommage parce que c'est un joueur un peu, on va dire, hors du temps. Je trouve qu'il a un profil assez atypique et je trouve que c'est un joueur qui est intéressant techniquement. Et ouais, là, c'est compliqué et je pense que Chelsea devrait s'en débarrasser. Après, ça va être dur de rentabiliser le transfert. Mais après, c'est comme tous les transferts de Chelsea. Je crois que rentabiliser les transferts, ça va être assez compliqué. Donc voilà, mais ouais, c'est dommage pour Cucurella parce que c'était un bon joueur. Après, c'est pareil, il est pas tout vieux non plus. Hein. Il a encore une carrière devant lui. Mais ouais, pour l'instant, ça répond pas aux attentes.
J'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, moi, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir. Comme je vous ai dit, hein, j'ai essayé de mettre un peu de retenue pour pas mal de joueurs et essayer de pas les enterrer parce que bah, c'est jamais évident d'intégrer un club et de changer pour certains de pays et pour d'autres d'habitudes tactiques. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci pour le soutien dernièrement. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous sors le programme lundi. Je sais pas, enfin, je sais quelle vidéo je sors, mais je ne sais pas encore quand. Donc voilà. Il y aura 2 vidéos, je peux vous dire que ce sera sur le thème de l'équipe de France. Déjà, c'est une certitude. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Pensez bien à vous hydrater parce que là, je viens de tourner une demi-heure et pour rien vous cacher, je suis en transpiration totale. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!